Monseka, eza pona yo, chéri Coco. Liputa oyo, okola tango partout. Atana fe, Monseka. Atana wa, Monseka. Atana monsala, Atana wenze. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. La liberté de la presse n'est pas un choix, mais c'est une nécessité. Bref message de l'ONU. À l'occasion du 3 mai, la journée dédiée à la liberté de ce que nous faisons, de ce que nous avons choisi comme profession. Même si, malheureusement, nous avons autour de 800 journalistes qui sont derrière les barreaux en ce moment. Et notre pays, comme toujours, classé zone rouge en ce qui concerne l'exercice de notre profession. On y reviendra en détail. Surtout que le président y est revenu hier. Lui qui avait promis de fourrer son nez dans l'affaire Stanis Boujakera. Lui qui avait dit que les journalistes étaient peut-être victimes d'une justice malade. Est revenu hier pour dire pratiquement le contraire de ce qu'il avait dit un peu plus tôt. Un journaliste a diffamé, a dit des choses. On y reviendra. Le président qui est revenu notamment sur l'affaire Ambongo. Il estime que le cardinal n'est pas au-dessus des lois de la République. Et qu'il ne peut pas se permettre de faire un discours qui fait l'apologie du Rwanda. Il remet le tout entre les mains de la justice. Mais ici au pays, les opposants estiment que ce voyage européen de Tshisekedi est un voyage de prestige. On a inutilement dépensé des fonds publics pendant que nous avons des urgences, pendant que à Kalemi, dans le Tanganyika, des inondations font des dégâts, pendant que le M23 contrôle désormais la cité névralgique de Roubaïa pour contrôler notamment le coltan et l'or. Nous sommes dans les voyages. On reviendra sur tout ce qui a été dit. L'affaire Jeep à l'UDPS, ça fait du bruit. On est content que vous soyez là. On va passer du bon temps de télé. Bienvenue sur votre chaîne. On a fait venir un professionnel de l'info. Il est surtout spécialiste des analyses politiques. On est content de vous recevoir, Pascal Ondjien. Vous êtes présentateur vedette, patron de la chaîne YouTube Pro Info. Là-bas où nous-mêmes, nous venons de temps en temps nous ressourcer à la bonne eau. Bienvenue. Merci beaucoup, Kayembe. J'aime vous appeler par votre propre nom. Ça m'arrange. Commencez par le prénom. Ouais. C'est cela votre identité. Absolument, absolument. Merci pour l'invitation. Honneur pour moi, parce que c'est la première fois que je viens prester sur votre joli plateau. Ouais. Que je constate très bien embelli. Merci beaucoup. La dernière fois que nous nous sommes retrouvés sur un plateau, c'est lorsque vous vous distinguiez sur
la chaîne 5 À l'époque, à la RTGA. RTGA. Il y a Voilà, c'est quelques depuis 2-3 longtemps. ans maintenant. Sinon, je vous apprécie toujours de loin à travers vos prestations. Je me dis, mais c'est une race rare. Rare dans la manière de poser vos questions. Rare dans la manière de décortiquer les informations. Rare dans la manière de les analyser. Et rare dans la manière de vous imposer. Et aussi même dans la manière de vous habiller lorsque vous êtes sur un plateau de télévision. En tout cas, merci pour l'invitation. Je crois qu'ensemble, la gymnastique sera au rendez-vous pour que les uns et les autres comprennent effectivement ce qui se passe dans notre pays. Merci pour votre invitation. Vous êtes pertinent, profond, piquant. On est content que vous soyez là. On espère que notre public sera très très bien servi aujourd'hui. Avant de parler de toute autre chose, c'est notre journée. Nous parlons souvent des autres, mais très rarement de nous-mêmes. Exact. Exact. La journée de la liberté de la presse. L'ONU dit ce matin que la liberté de la presse n'est pas un choix, c'est une nécessité. Voilà. Il y a encore une année, journalistes en danger, Reporters sans frontières, classaient notre pays dans le lot des zones rouges où la liberté de presse a du mal à faire son boulot. Est-ce que ce tableau a évolué? On a dit la même chose sur Kabila, sur Félix, d'autres journalistes ont été aux arrêts. Est-ce que vous vous sentez libre de faire votre travail? Question directe à vous-même. Je me sens très libre de faire mon travail. Je pense que ce n'est pas toujours bon d'alléguer des choses sans une bonne étude comparative. Oui. Nous avons le Rwanda ici, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons d'autres pays. Quand vous observez la pratique du journalisme comparativement à la République démocratique du Congo, que ce soit à l'époque de Kabila, que ce soit à l'époque de Tshisekedi d'aujourd'hui, il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. On est en avance. Ça, c'est vrai. Par rapport au Rwanda. Là, on ne peut pas nous classer, n'est-ce pas, sur une zone rouge. Je ne crois pas. Mais simplement, il y a un fait. Ouais. La liberté de la presse n'est pas le libertinage de la presse. Dans la liberté, il y a des restrictions. Des limites, il y a des lois. Mais quand vous allez au-delà de ces restrictions, vous tombez dans des infractions. Le journaliste, c'est un citoyen d'une cité qui, devant lui, non seulement il a sa déontologie, il a l'éthique, Oui. mais il doit également lire le contrat du pays qui est la Constitution pour comprendre ses limites en même temps. Quand un journaliste va au-delà, au lieu de faire la liberté, il fait le libertinage, ça devient un problème, ça devient sérieux. Souvent, on ne vérifie pas les informations. La preuve, prenez le cas du débat aujourd'hui sur la pandère et les forages. Les forages. Qui a vérifié l'information? Qui a investigué? Le fait qu'un de nos confrères, j'encourage d'ailleurs, ait dénoncé cela, et tout le monde s'est accroché à ce point de vue, et on a relayé l'information sans avoir vérifié. Et lorsque vous vérifiez l'information, vous avez une autre réalité. Nous avons une classe de journalistes répétiteurs. Kayembe a dit, et lui aussi relaye. Tout le monde et devient relayer. Ouais. Et là, ce n'est pas très bien. Faut aller au-delà. Moi, je pense qu'il faut d'abord chercher à voir les informations. C'est là, recueillir les informations. Vous les traitez objectivement, et c'est alors que vous allez les diffuser également objectivement avec toute impartialité possible. Mais cet exercice, nous ne le faisons pas souvent. Le recueillement de nos informations, c'est au second degré, à la seconde main, sans vérifier, et on relaie. Et après, lorsqu'on vous demande des preuves, vous n'avez pas de preuves. Est-ce qu'avec le temps, Ça, c'est déjà un problème sérieux. Je ne sais pas le problème, c'est à quel niveau. Est-ce que c'est au niveau de nos enseignements? Est-ce que c'est au niveau des conditions, conditions économiques ou conditions sociales qui posent problème? Maintenant, on est derrière le peu qu'on peut gagner, et lorsqu'on obtient quelque chose, le reste, on s'en fout pourvu qu'on gagne. Je crois, c'est là, de mon point de vue, que poserait le problème et qui ferait que nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de chercher de vraies informations.
L'autre réalité, c'est que l'accès à la source également nous pose problème. Justement. La fois passée, je suis vers l'échangeur. Je sors mon téléphone en train de filmer et tout ça. Et un policier s'approche. Et monsieur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, mais tu veux que je fasse quoi? Je prends les images parce que ça m'intéresse. Non, mais avant de filmer, il faut demander l'autorisation. Pourtant, nous sommes proches ici. Mais quoi, monsieur? Va là-bas. Et lorsqu'il a compris que je prends une position déterminante, Oui. il m'a respecté, il s'est retiré. Si c'était quelqu'un qui faisait profil bas, on lui aurait arraché son téléphone. Exactement. Je suis ici sur Kasavubu, Kayembe. Oui, quand vous êtes sur l'enseignement avant la station, Oui. à gauche, j'entre. Il y a une avenue là, je ne sais pas, mais quelque part, on a dit un pont et on a cité même le nom. Le pont, c'est quoi? Tu vois, les collecteurs, on a mis un peu de sable et on a mis vraiment un pont. Tout ce qui passe voit que c'est un pont. Alors, moi, je me suis dit, c'est pas possible, je prends le téléphone. Et pendant que je faisais, il y a un monsieur aussi qui vient. Je ne sais pas si c'est le propriétaire de ce truc-là. Mais comment tu dois prendre les images comme ça? Mais il faut Et faire quoi? lorsqu'il m'a regardé d'après, il s'est rendu compte que c'est lui qui regarde souvent à la télé. Et il va se réserver. Voilà, c'est tout ça le problème que nous avons, l'accès à la source. Si au moins, à travers les dirigeants qui, en fait, cette fois-là, pourraient faire une exception, comprendre que lorsqu'il s'agit d'un journaliste correctement identifié à travers sa carte ou quoi, ce qu'il fait comme travail, vous devez l'ouvrir des sources et qu'il ait des éléments qu'il a besoin pour informer l'opinion. Ce serait une bonne chose. Mais seulement, ne confondons pas la liberté de la presse et le libertinage de la presse. Et, évidemment. Et nous également, nous-mêmes, journalistes, nous aimons bien la loi du moindre effort, vous l'avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, le militantisme essaie-t-il de prendre le dessus sur les valeurs éthiques que nous avons apprises, sur la déontologie? Exactement, parce que nous sommes bipolarisés. Ouais. Nous sommes catégorisés. Je pense que ceux qui nous regardent là vont dire Pascal est de la tendance et Tshisekedi, et Kayembe de la tendance et Kabila. Mais on peut avoir ces tendances, mais faire correctement son travail. Mais justement, vous et moi, la différence à son niveau. Et lorsque nous sommes devant un fait, sachant qu'il est sacré, c'est nos commentaires qui seront cette fois-là libres, mais nous présentons d'abord le fait. Il est là et que chacun comprenne que ça c'est un fait. Mais de ce fait, vous n'allez pas m'empêcher, comme tout citoyen maintenant, d'apporter mon commentaire qui doit être libre. Cet exercice aussi, on ne sait pas le faire. Nous confondons, même pour présenter le fait, nous biaisons le fait pour nos appartenances personnelles, peut-être politiques. Et là, ça pose un problème. À partir du moment où nous ne savons pas présenter le fait, l'exercice est biaisé. Voilà pourquoi l'appel à travers cette journée, qu'on comprenne en même temps qu'à chaque fois que nous faisons nos commentaires, commençons par présenter le fait. Bien. Que chacun maintenant tire sa substance à travers le fait présenté et vos analyses peuvent venir après. Bonne fête donc à tous les chevaliers de la plume et du micro. C'est notre journée. Remettons-nous de temps en temps en question sur ce que nous faisons. Est-ce qu'on le fait bien par rapport aux autres? Est-ce que nous respectons les limites qui sont les nôtres? Les règles éthiques et déontologiques. Mais à côté, il y a la liberté d'expression aussi dans notre pays. Hier, un pro-Kabila, Ferdinand Kambere, numéro 3 du PPRD, était convoqué. Nous avons appris qu'il a échappé à une tentative d'enlèvement. Il s'en est tiré. Avant lui, un certain Barnabé Milingagno, que les gens connaissent, on n'a plus de ses nouvelles, arrêté depuis le vendredi. Plus personne n'a de ses nouvelles. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il serait détenu à la DEMIAP. Mais cerise sur les gâteaux, c'est le cardinal. Là encore, hier, le président enfonçait le clou. On le sentait prendre ses distances avec le propos du cardinal et tout remettre entre les mains de la justice. Il dit, je vais vous lire un extrait de son message, l'interview qu'il a accordé à nos confrères du Figaro. C'est très important qu'on reste en les faits. Pascal Ondjié, vous qui aimez bien rester factuel, le président Tshisekedi à ce sujet, il dit que la liberté d'expression ne doit pas servir à affirmer des mensonges. Il estime que le cardinal a fait l'apologie du Rwanda et à la fin de tout, au nom de la séparation des pouvoirs, la justice est libre pour faire son travail. Est-ce une prime qu'on accorde au procureur de convoquer ou d'inviter le cardinal, le chef de l'Église catholique?
Bon, je pense que dans la vie, lorsqu'on est intelligent, Oui. soyons en même temps sages. Parce qu'une intelligence plutôt sans sagesse, ce n'est pas une bonne chose. Vous ne serez pas équilibré dans la société. Vous avez commencé par Ferdinand Cambéré. Oui. C'est parmi les jeunes politiques que j'admire beaucoup. J'admirais à son temps sa carrure, j'admirais son tempérament, mais aujourd'hui, je ne sais pas trop l'admirer parce qu'il est plus dans les excès. Ne faisons pas l'imitation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition, cherchons à faire le pire que ce que les autres ont fait hier. Et quand vous regardez même les propos, c'est dans l'imitation. Et moi, je ne suis pas d'accord comme ça. Lui, c'est un scientifique. Est-ce qu'hier, on n'a pas fait pire? Non, lui, c'est un scientifique. Ouais. Il doit vraiment ajuster ses propos. C'est autant que je ne peux pas aussi accepter les déviances dans la société. Ce n'est pas parce que telle personne a tenu tel propos, du fait qu'il soit de l'opposition, et vous devez, en tout cas, chercher des problèmes, même lorsque ce n'est pas trop justifié. Ça, je ne sais pas aussi apprécier. C'est autant avec mon ami Barnabé, je regrette, là où il est à ce jour, c'est mon proche. Ce qui lui arrive de temps en temps, je ne sais pas. Mais lorsqu'il est sorti de la prison, je lui ai fait un message. Barnabé, je te vois sur tous les plateaux de télévision. Mais je sens que tes propos ne sont pas modérés. Tu poursuis quel objectif? Dans la vie, il faut savoir modérer. Il y a l'autre la fois passée qui me dit, j'étais, je crois, sur le plateau de Bossolo, la politique. Oui. Il me dit, mais ouais, son monsieur, parfois, il n'est pas trop visible, il n'aime pas s'afficher, mais c'est un monsieur dans le métier extraordinaire. C'est comme ça qu'il m'avait présenté. Pourquoi je n'aime pas trop m'afficher? Il faut aller avec modération. Ne faisons pas des choses avec exagération. C'est là le mal. Et donc, autant je prodigue conseil à mes frères qui sont cités ici, de ne pas faire les déclarations avec exagération, toujours avoir une modération, parce que nous avons dit ici, même la liberté d'expression n'est pas le libertinage d'expression. Autant pour tout le monde. Alors, en même temps, je dis... Si tout doit être censuré... Mais tout est censuré dans la Constitution. Dans nos lois, tout est censuré. Nous avons des limites. On ne s'est pas débordé. Le problème est dans ce que l'opposition sent qu'elle n'a pas assez de marge de manœuvre pour faire son travail, qui est celui de critiquer. Ce n'est pas à moi. Ouais. Ce n'est pas à un singe qu'on apprend comment grimper les arbres. J'ai tout connu, des cas comme ça. Même ma liberté d'expression à travers la télé, à son temps, a été privée. Des fermetures le matin, le soir, à midi, ainsi de suite. Vous savez comment on fermait CKTV? Vous savez bien comment on fermait le signal de CCTV? Ça s'est passé comment? Le matin, le soir. Le matin, milité pour le changement. On a milité pour le changement, exactement. C'est comme ça que je dis. Ouais. Nous devons, aujourd'hui, on n'écoute pas le signal. Nous devons plutôt, en tout cas, modérer nos expressions en même temps. Ne soyons pas dans le libertinage. Lorsque nous sommes dans le libertinage, nous sommes dans la jungle à ce moment-là. Comme nous sommes dans une république, la république est encadrée par des lois. Alors maintenant, je crois qu'Ambert est un juriste. Moi que je me trompe. Il est avocat. Je crois qu'il sait lire, il sait comprendre les limites. Et là où il peut, là où il ne peut pas. Pour l'instant, cela ne voudrait pas dire que moi, Pascal, à travers votre plateau, j'encourage ceux qui font des déviances. Les avocats qui étaient au tribunal hier ont trouvé que le dossier était vide. Voilà. Ouais. Mais le cas cardinal, celui-là fut mon évêque dans mon diocèse, le diocèse des Collets. Je suis mieux placé pour parler de lui. J'ai dit à quiconque d'appeler les prêtres du diocèse des Collets, ou les sœurs religieuses du diocèse des Collets, ou substantiellement les fidèles catholiques du diocèse des Collets, parler du cardinal Mosengo. Hier, monseigneur du diocèse des Collets. Cardinal Ambongo plutôt. Mosengo, je parlais d'Ambongo plutôt. Je parlais d'Ambongo, toutes mes excuses. Oui. Mais j'ai constaté un fait, Kayembe. Lorsqu'on crée un cardinal, le pape demande toujours la vie du pouvoir public, dont le chef de l'État. Le premier élément. Deuxième élément... On demande la vie ou on informe? Non, l'information, mais l'avis est donné en même temps. Quand vous m'informez, je dois donner mon avis. Si par exemple le chef de l'État dit non, ça peut poser aussi un problème. Pourquoi alors on informe le pouvoir public?
Deuxième élément, j'ai constaté que à 2 fois des investitures du chef de l'État, lorsqu'on l'invite, il décline l'invitation. Il y a une fois, il a dit, l'invitation n'est pas une convocation. Troisièmement... Il n'était pas là en 2019 et en 2020. Non, non. Et il avait dit, vous ne pouvez pas m'obliger d'aller dans une invitation parce qu'il ne s'agit pas d'une convocation. Bon, en 2019, on connaît les raisons. Ils étaient contre... Non, moi, je vous présente d'abord le fait parce que nous avions dit ici, le fait doit être sacré. C'est celui-là le fait sacré. Allons-y. Troisièmement, j'avais vu lorsqu'il avait réagi, même lorsque le régime Kabila à son temps l'avait promis un véhicule. Et ça a pris le retard pour qu'il ait le véhicule. Et ceux de Tshisekedi lui remet d'abord le premier véhicule. Et il commençait maintenant à insister pour que les autres qu'il avait promis et l'ont menti, il faudrait qu'on l'amène le véhicule. Lorsqu'on l'a amené le véhicule, il n'a pas refusé, il a aussi pris. Je vous ai juste présenté le fait. C'était un engagement de l'État. C'est un cardinal, ouais. C'est un leader d'opinion, c'est un grand chef spirituel que tous nous savons respecter. Que moi, Pascal, je sois respecté. Mais simplement, lorsqu'on est une référence d'une société, il y a des expressions qu'on doit tenir, il y a des expressions qu'on ne peut pas tenir. Critiquer, par exemple, la gestion d'un État, c'est ce qui est trop encourageant. Pourquoi? Parce que l'Église catholique est installée à travers les coins et les recoins du pays. Il sait la température de la vie des Congolais à travers la République. Ça, on ne peut pas refuser. À ce moment-là, il peut émettre des avis sur la souffrance et sur ceci, ainsi de suite. Il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'il va jusqu'à appuyer, dans le cas d'espèce, d'abord, ceux qui prennent les armes, qui rejoignent Nanga, c'est avec raison, parce que le gâteau est mal partagé. Il appuie la rébellion. Il a parlé également des frustrations internes. Non, mais moi je vous cite d'abord. Deuxième argument. Okay. Nous savons que le Rwanda trouve toujours des justifications pour se retrouver sur notre sol et piller nos ressources et faire souffrir nos sœurs et frères, entre autres les fidèles catholiques. Et la raison qu'a toujours évoqué le Rwanda, c'est de traquer les FDLR qui se retrouveraient en RDC, qui menaceraient sa paix. Mais comment vous pouvez, vous, en tant que grand leader, vous revenez, vous soutenez cet argument du Rwanda et le monde entier vous suit contre votre propre pays. C'est là où j'ai compris que le cardinal, quelque part, a mal fait. Mais Pascal dit ceci. Il ne faudrait pas qu'on crée un filis, une barrière, une rupture, ce n'est pas important, entre fils du pays, entre filles du pays. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un cadre d'échange? Dans la vie démocratique, il y a d'abord la démocratie électorale, nous avons aussi la démocratie consensuelle. Lorsque nous allons aux élections, les uns sont élus, les autres ont échoué, ainsi de suite. À un certain moment, nous devons savoir aussi nous asseoir et nous regarder, dire qu'est-ce que nous devons pour notre pays. Là, c'est la démocratie consensuelle. C'est là que je constate que nous échouons à chaque instant. À l'époque de Kabila, ceux de Kabila s'est cramponné au pouvoir, voulaient à tout prix. Et c'est simplement vers la fin, avant la sortie de Kabila, qu'on a compris la nécessité d'échanger et nous aurons les 2 dialogues qui se sont suivis. Pourquoi on ne pouvait pas avoir cela un peu en amont? C'est autant cette fois-ci. Lorsque nous allons aux élections et qu'on comprend que le pays est attaqué aujourd'hui, pourquoi nous ne pouvons pas aussi trouver un cadre d'échange entre fils du pays? Qui doit prendre l'initiative. Mais c'est le chef de l'État. Mais pas forcément le chef de l'État, même le chef religieux. Le cas par exemple du cardinal, je suis en train de dire, si on recrée ce pont-là. Là, on se regarde en chaîne défaillante. J'ai l'impression aujourd'hui que le cardinal ne sait même pas écrire un petit message au chef de l'État. S'il constate par exemple qu'il y a des choses qui ne marchent pas au pays, quoi de plus normal pour un fils du pays, un leader de son État, aller vers le dirigeant politique pour émettre des avis à vive voix et voir dans quelle mesure on peut corriger ce qui ne marche pas. Pourquoi on ne fait pas ça? La bonne gymnastique maintenant, c'est sur les ondes, que le monde entier nous entende, et pourtant je suis proche de vous, vous ne me contactez pas. On va atteindre quel objectif? Qu'est-ce qui ne dit pas qu'il aurait tenté la démarche voulue par vous, qui n'a pas
tenu des résultats escomptés. Je ne crois pas qu'il ait tenté. Je ne pense pas qu'il ait tenté, qu'il n'a... Mais, vous savez, je ne veux pas reprendre les propos d'hier où les gens disaient, surtout le combat à son temps avec le régime Joseph Kabila, le cardinal n'incarne pas la Senko, ainsi de suite. Non, mais au moins, c'est un évêque, comme tous les autres évêques aussi. Oui. Je crois que lorsqu'ils sont ensemble, ils peuvent aussi échanger. Parce que j'ai suivi d'autres évêques mécontents du propos tenu par le cardinal. Ah non, on a vu la déclaration de la Senko lui apportant son soutien. Non, le soutien, c'est parce qu'on parle de la justice. Le soutien, c'est parce qu'on parle de la justice. Oui, dans le soutien, on dit, ce qu'il a dit va dans le cadre de la pastorale, de sa mission pastorale. Non, tous nous sommes passés par là. Je crois que même vous aussi, moi je suis passé par là. Ah, on a lu le communiqué de la Senko. Non, pastorale n'encourage pas. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas inciter maintenant à la violence. Quand le Rwanda entre le cardinal aurait-il incité à la violence? mais justement, quand vous appelez, vous justifiez ce que le Rwanda trouve comme prétexte. Vous appelez les Rwandais venir au Congo. Et lorsqu'ils viennent, qui meurt? C'est les fidèles catholiques. Il ne faut pas oublier qu'on a été à Luanda et que dans certaines résolutions, il a été dit qu'il fallait que la RDC fasse tout pour... Mais le désarmé ne voudrait pas dire les armées. Les désarmés, parce qu'on trouve un prétexte selon le Rwanda, que lorsqu'ils entraient après le génocide, ils sont entrés avec les armes. Et c'est la question qu'a trouvé comme prétexte le Rwanda, comme je le dis, depuis toujours, que ce soit avec l'entrée de l'AFDEL, ils ont trouvé ça comme prétexte, que ce soit avec l'entrée de RCD, ils ont trouvé ça comme prétexte, et alors qu'avec le RCD, la partie a été occupée pendant longtemps possible. Ils n'ont pas pu. Voyez-vous? Donc, c'est un argument qu'ils avancent, comme quoi les FDLR jusqu'ici, ils ont des armes, qu'ils ont commis le génocide. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'aujourd'hui, à Luanda, on n'a pas dit que le Congo a armé les FDLR, qu'il faudrait maintenant les désarmer. Non. Il dit qu'on n'a pas d'armée parce qu'on fait recours aux supplétifs, notamment les Ouazaliens, tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il s'agit de l'agression. On ne peut plus parler, on ne peut plus hésiter à parler de l'agression. Vous avez suivi, mais le président français l'a affirmé et demandé, et prendre engagement de demander au président rwandais de faire sortir ces éléments de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'agression. Lorsque vous nous agressez, mais nous pouvons... D'ailleurs, Mouzé Kabila est allé plus loin. Il voulait armer pratiquement tous les Congolais pour faire face à l'agression. Est-ce qu'on s'était opposés? Nous tous, nous étions d'accord. Mais lorsqu'on nous attaque et que nous avons un groupe de gens qui sait se déterminer, se défendre, mais c'est normal qu'on s'appuie à ce groupe pour qu'on fasse la défense de la nation. Pour ça, on ne peut pas nous en vouloir. On ne peut pas, en tout cas, s'opposer à la position de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est encourageant. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas appuyer les propos du Rwanda pour justifier la présence rwandaise sur le sol congolais. Alors là, le cardinal l'a fait, et c'est normal que nous ayons le courage de dire non, Tata Cardinal, ce que tu as dit là, à ton qui met, tu as mal dit. Et il peut aussi, à ton qui met, reconnaître ses erreurs et corriger les choses et puis avancer. Faut-il quoi? On instrumentalise la justice. Seulement, moi, je ne suis pas d'accord avec la procédure judiciaire. Je ne suis pas d'accord. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec la procédure judiciaire. Il est vrai que c'est un individu. Bon, tout le monde doit répondre plutôt devant la justice. Mais je ne suis pas d'accord. Parce que supposons par exemple qu'on n'atteigne pas l'objectif. Oui. On va afficher quelle image? Alors, il faudrait qu'on l'arrête. On risque de crisper davantage. Parce que si on ne l'arrête pas, alors on aura atteint quel objectif? L'Église catholique dit, si on sent que ça devient de l'acharnement, il faut s'attendre à une autre réaction. Non. Je reviens sur ce que j'ai dit, la démocratie consensuelle. Ayons la capacité d'échanger entre nous. Tout ne se règle pas par la justice. Il faut jeter des passerelles, mais comment qui prendrait l'initiative? Mais nous les faisons. Mais là, on sent que la situation se crispe davantage, Pascal Oronji. Vous savez pourquoi je cherche souvent que je sois conseiller du chef de l'État? Ah, vous voulez bien être conseiller? Oui. Ok. Je vais être conseiller du chef de l'État. La fois passée, j'ai réclamé comme un homme Premier ministre. Parce que je comprenais beaucoup de choses sur le plan économique et sur le plan sécuritaire prioritairement. Malheureusement, ça n'a pas été entendu. Mais je veux aujourd'hui comme un homme conseil. Simplement parce que j'ai la liberté, cette fois-là, bien encadrée d'expression. Pour que je sois à mesure de dire au chef, voilà ce qu'on peut. Vous allez vous retrouver dans un système. Oui, le système
Vous n'êtes pas le premier à avoir la verve oratoire, à avoir de l'inspiration. Le système est créé par les hommes. Vous risquez d'être pris en otage. Oui, exactement. Vous n'avez pas tort, vous avez raison. Le système est créé par les hommes. Les mêmes hommes peuvent aussi le détruire et penser à notre système. Il y a d'autres qui se libèrent. Hein. D'autres esprits sont indépendants naturellement. C'est mon cas. Je suis indépendant naturellement. Et parfois, les gens ne savent pas me supporter. On dira que vous êtes plutôt proche de Jean-Pierre Bemba, pas de l'UDPS. On sait comment ça pourrait être interprété. Non, moi j'ai été journaliste chez Bemba pendant longtemps. Je ne suis pas... Quelqu'un ne peut pas me présenter aujourd'hui proche de Jean-Pierre Bemba. Bon, moi je ne suis pas proche de Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Non. J'ai été journaliste, comme vous l'avez été... avec Pius Mabilou. Vous n'êtes pas proche de Pius Mabilou. Non, on ne me définit pas comme ça. Et même à l'époque, le président Tshisekedi, nous étions toujours ensemble. Et le combat, nous l'avons mené. Je crois que vous m'aviez connu depuis l'université de Kinshasa. Et évidemment. Est-ce que vous l'avez rencontré à l'université, j'ai mené quel combat? Où exactement? Vous pouvez le dire. Les Serge Mayamba sont là, les amis avec qui nous avions mené ce combat. De quelle tendance? Vous estimez que vous n'avez pas été récompensé? Non, de quelle tendance? Les cicatrices sont ici. Oui. C'était avec qui? L'UDPS. Non. Kayembe. Vous n'avez pas été récompensé? Bon, la récompense, c'est avec le temps. Vous savez, moi j'aime bien la philosophie d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule. Tout passe, rien ne demeure. Ouais. Bon, la première récompense, c'est mes efforts personnels d'abord. J'ai fait les sciences de l'information et de la communication. J'ai prouvé, effectivement, que j'ai bien étudié. Et je suis dedans. Si j'avais échoué à ce moment-là, je dirais, je n'ai pas été récompensé. Mais à partir du moment où, aujourd'hui, de la même manière que les gens savent vous respecter, ce n'est pas l'argent. Ouais. Ce n'est pas l'argent. Quand Kayembe passe, les gens savent dire, ce monsieur, je l'aime parce qu'il est intelligent. J'aime quand il parle. J'aime quand il raisonne. J'aime quand il aide la société. Ce que je dis là, c'est ce que moi je dis souvent quand je suis à la télé. Merci beaucoup. Autant pour vous-même. Si on parvient jusqu'à nous dire ça, c'est la vraie récompense. Et le reste est là, c'est éphémère. Et la preuve, ceux qui ont des grandes responsabilités, aujourd'hui, demain c'est la prison, l'image est ternie, on crie sur eux, et voilà, ça sert à quoi finalement? Qu'est-ce que sert à l'homme de gagner le monde s'il aura détruit sa propre vie? C'est la Bible qui le dit. Votre message est passé. Monsieur le Président, vous avez quelqu'un qui a besoin d'un poste ici. Non pas parce qu'il a besoin d'un poste, mais parce qu'il le mérite. Et parce qu'il a des compétences. Il est toujours en Europe, le président, après l'étape de Paris. Il sera aujourd'hui face à la diaspora belge, enfin, de Belgique. Face aux Congolais de la diaspora, enfin, de France. Il s'est montré un peu catégorique sur la question du changement de la Constitution. L'opinion essaye-t-elle de pousser Félix Tshisekedi à se maintenir au pouvoir au-delà du délai constitutionnel? Bon, je pense que à partir du moment où nous avons la Constitution, nous devons la respecter. Ce qui est vrai aussi, c'est que nous ne sommes pas sincères, nous Congolais. Ceux de Kabila hier, lorsqu'ils tentaient de toucher à la Constitution, et nous autres, nous sommes opposés. Oui. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte en même temps que notre Constitution a beaucoup d'écueils, qu'il faut l'arranger. Et donc, substantiellement, vous comprenez que la communauté entière, tous nous savons que notre Constitution pose problème. Mais parce qu'on ne sait pas avoir la démocratie consensuelle pour tirer des leçons définitives afin de mettre la main à la Constitution et la changer, la ranger, voilà, nous tergiversons. Il y a un cas ici. Nous sommes allés aux élections en décembre. Le chef de l'État prête serment le 20 janvier. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas voir le gouvernement, simplement parce que du côté de l'Assemblée nationale, on ne sait pas voir le bureau définitif. Oui, ça on va parler, mais on sent plutôt une tendance à vouloir tirer les choses, les choses à longueur. Pas forcément parce que... Non, mais regardez maintenant, nous perdons février, mars, avril. Et c'est comme ça que moi j'ai fait une proposition. Je dis, si on peut voir, tout ça c'est la Constitution en même temps. Oui. Si on peut voir
Comment organiser les élections, par exemple, en février? Pourquoi? Parce que le temps que nous organisons les élections en décembre, c'est le temps qu'on ferme l'Assemblée et le Parlement substantiellement. Et il faut attendre son ouverture le 15 mars. Parce que la loi dit que le gouvernement ne peut être investi que lors d'une session ordinaire et par le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc le 15 mars. Donc quand vous terminez les élections en décembre, vous devez attendre le 15 mars pour avoir le gouvernement. Vous perdez combien de mois? Dans un pays avec beaucoup d'urgences comme les nôtres. Alors c'est comme ça que j'ai fait la proposition. Si on peut par exemple penser avoir les élections au mois de février, pour que un mois après, on a la rentrée parlementaire, oui, et on peut investir le gouvernement en avance. Je crois qu'on peut sauver beaucoup de choses. Regardez, le cap est là, c'est la Constitution. Même si le 15 mars est passé depuis lors, on n'a toujours pas de bureau, là on ne va pas dire non, c'est la faute à la Constitution. Ça, c'est des gens qui se battent pour leur positionnement personnel. Là, maintenant, ouais, c'est un prétexte trouvé par le bureau provisoire et je ne suis pas d'accord. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a des élus qui sont... D'abord, c'est la décision prise par le président du bureau d'âge, le citoyen Mbosso. Il a dit que l'élection du bureau définitif sera organisée le 8 mai. Il a sorti une décision. Oui. Mais quelques temps après, c'est le premier secrétaire du bureau provisoire qui va prendre un communiqué, nous dire que ces élections, la date du dépôt des candidatures est renvoyée à une date ultérieure. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas le fixer. Et alors que le prétexte qu'il a avancé dans son communiqué, c'est parce que beaucoup de députés sont également candidats sénateurs, ils sont dans leur base, à ce moment-là, on ne sera pas déposé les candidats. C'est faux parce que le dépôt de la candidature n'exige pas la présence du candidat. Physique, ouais. On peut déléguer. On peut déléguer, on peut envoyer le document. Même alors, pourquoi nous devons accepter le cumul des fonctions de temps en temps? Donc le pays doit être suspendu parce qu'il y a des appétits politiques des individus qui, déjà députés, veulent encore aller comme sénateurs. À ce moment-là, nous, peuple, nos vies sont suspendues. Il faut les attendre qu'ils rentrent pour qu'on ait le dépôt des candidatures pour avoir le bureau définitif. Ce n'est pas possible, ça. Moi, je m'oppose à cela. Donc, quand vous prenez le tout, vous allez vous rendre compte que la Constitution, à ce jour, mérite d'être touchée. Alors, quand le président dit « ne faites pas de moi dictateur », c'est-il de dire « ben non, je ne suis pas tenté » ou plutôt, il renvoie la balle aux députés? Mais il a raison, parce qu'il ne faudrait pas qu'il s'engage sur un chemin. Il ne reste pas le rêve lui-même de dépasser légèrement son mandat ou d'en décrocher un troisième. On a vu Macky Sall tenter l'impossible au Sénégal. Moi, Pascal, j'ai prêté ses intentions à Joseph Kabila jusqu'au dernier jour. Il m'a prouvé le contraire. D'autres, je crois, le feraient aussi à l'égard de Tshisekedi. Kabouya a dit, qui vous a dit que c'est son dernier mandat? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu aussi du camp Kabila à son temps? Est-ce que Kabila les a entendus? Mais moi, Kabouya n'a pas dit. Et Tshisekedi a dit que nous allons changer la condition pour que j'y demeure président. Mais il y a des faucons qui peuvent le pousser. Non, mais vous pouvez le pousser. Mais lorsque son ipséité, sa conscience, le dicte autre chose, mais il va faire selon sa conscience. Il va agir selon sa conscience. L'opinion congolaise est-elle prête à ça? Moi, personnellement, je suis prêt à ça. Parce que je vous ai dit, nous ne sommes pas sincères. Parce qu'il y a beaucoup de tares. Oui. Quand vous lisez notre constitution, vous savez... Mais ceux qui disent que c'est la constitution des belligérants, ils ont tout faux quand même. Parmi les gens qui ont élaboré cette constitution, il faut citer Bob Kabamba, le professeur. Oui. Je l'ai suivi la fois passée sur France 24, débattre sur la question des FDLR. Il a défendu la position du Rwanda comme tu n'as pas l'idée. Et après vérification, on nous dit il aurait un parent qui serait rwandais. Et quand vous lisez la Constitution, vous avez des dispositions qui protègent beaucoup les Rwandais aussi. C'est des réalités. Voyez-vous? Il y a des réalités. Donc, on peut, cette Constitution qui a été rédigée aussitôt sortie, n'est-ce pas, des différentes rébellions que nous avons eues, parce qu'il y avait nécessité maintenant de nous accorder et trouver une république qui avance, nous avons une constitution que je peux considérer provisoire et acceptable à son temps-là. Mais avec l'évolution, mon point de vue, je pense que nous devons, sans arrière-penser sur les personnes, nous décider d'avoir une constitution qui soit adaptée à nos réalités, à ce jour. Mon point de vue, je pense que ce sera plus rationnel et plus intelligent. Laissons peut-être au prochain. Pour l'instant, on peut faire quelques modifications, mais sans toucher aux dispositions intangibles.
quelques modifications. Oui, mais moi, de mon point de Parce vue... qu'on se prête tous des idées. Non, de mon point de vue, les dispositions intangibles, c'est les seules bonnes dispositions de la Constitution. Les seules bonnes dispositions de la Constitution, le reste peut être échangé. Ah oui, ça on est d'accord. On est d'accord qu'on les change, qu'on supprime même les assemblées provinciales. Là, j'estime aussi que... Mais regardez, parce que je crois que nous abordons directement la question ou indirectement la question. Comment cette élection a été organisée? Pascal, j'ai dit, j'ai publié, j'ai parlé, je suis intervenu par-ci par-là, j'ai dit élection de la honte. Élection des sénateurs et des gouverneurs. Élection de la honte. Je crois que nous devons, comme fils du pays, dans la logique de Héraclite de Fès, tout coule, tout passe, nous devons nous amender, nous devons nous regarder. Nous devons savoir nous dire, en tout cas, l'allure que nous prenons là, elle n'est pas bonne. On a eu des sénatoriales dans ce pays, des gouverneurales, mais celle-ci... Pascal exagère et dit... Non, pas seulement cette fois-ci. Depuis toujours. Ouais. Tous les sénateurs ont toujours été des corrupteurs. Mon tout n'est pas partiel. Mon tout est ultime. Je n'en fais pas d'exception. Tous les gouverneurs sont des corrupteurs. Mon tout est ultime. Et tous les députés provinciaux sont des corrompus. Et alors, Kayembe, combattez la corruption avec des corrupteurs. Combattez la corruption avec des corrompus. Vous aurez quel résultat? Vous allez envoyer votre texte contre la corruption dans une chambre où n'est composé que des corrupteurs. Vous aurez quelle suite? Et vous demandez à un gouverneur qui gère une entité de combattre la corruption dans son entité. Lui qui a su corrompre les députés provinciaux pour être élu. Vous aurez quel résultat? Vous devez bien gérer parce que tout ce qu'il fait quand il arrive, c'est chercher d'abord à récupérer les moyens à dépenser. Mais il y a un problème. Excusez, le problème, j'ai été au ministère de l'Intérieur. Les difficultés, c'est dans le fonctionnement des institutions provinciales. Le gouvernorat, sinon substantiellement le gouverneur, parce qu'il incarne l'institution gouvernorat, et les assemblées provinciales. Parfois, le gouverneur ne sait plus respecter les députés provinciaux du fait qu'il les a conditionnés au départ. Les députés provinciaux aussi ne savent pas faire leur travail parce qu'ils se sentent culpabilisés d'avoir pris l'argent du gouverneur, et parfois c'est le conflit qui naît. Et lorsqu'il y a conflit, les institutions sont paralysées, recourent au ministère de l'Intérieur pour la régulation. Et c'est ce qui fait souvent que nos institutions ne fonctionnent pas bien en province. Quand vous allez dans nos provinces, sur 26, 25, quand on enlève la capitale, vous avez à peine 2, 3 qui fonctionnent normalement. Pourquoi? Voilà la cause. On part d'abord des mauvaises élections où le choix est sur fond de la corruption. Nous devons dire non un jour pour que les compétents soient élus. Et c'est là que je suis, en tout cas, contre la démocratie électorale. Et je suis l'un des disciples de Platon, même si je ne l'ai pas vu. La démocratie, c'est le système qui soit le plus mauvais. Il suffit que vous ayez l'argent. Il suffit que vous ayez un discours démagogique. On vous accepte. Et souvent, les compétents sont écartés. Oui. Les incompétents... Au profit parfois des populistes. Et malheureusement, quand vous êtes géré par les incompétents, la conséquence est réelle cette fois. Mais pour revenir au sénatorial, cette fois, on a vu qu'il y avait cette volonté de stopper l'hémorragie. On a vu le président instruire la ministre de la Justice, on a vu le procureur général, après la Cour de cassation, instruire les procureurs généraux, le procureur de la République et tout ça, qui sont ailleurs. On a pensé qu'aujourd'hui, l'on verrait des corrompus ou des corrupteurs présumés être déférés devant, être entendus, au besoin déférés devant leurs juges, si leur culpabilité établie. Non. Soyons sérieux, Kayembe. Il s'agit de notre pays. Nous sommes allés aux élections à la députation nationale. Ouais. 80 ont été invalidés par la CENI. Ils ont saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit, je suis incompétent. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a donné aucun résultat positif. Il fallait, c'est la Cour de cassation pour les sanctionner. Ah, ok. Et la Cour de cassation cherche des preuves. Jusqu'à ce jour, aucune preuve. On demande à la CENI où est la preuve. Aucune preuve. La police qui a surveillé les élections, où est la preuve? Aucune preuve. Contre ces gens. Et la conséquence, c'est quoi? Ces gens devaient maintenant aller comme candidats au second degré. Et ils sont élus sénateurs. Oui, comme Bochab, comme Jean-Charles Ngobila. Ils sont sénateurs. Bobo Bolokou. Mais la faute à qui? D'abord à la CENI, d'avoir sanctionné les gens,
sans avoir recueilli les éléments tangibles. C'est autant qu'on disait ici pour les journalistes, ne parlez pas lorsque vous n'avez pas des éléments tangibles. Soyez objectifs lorsque vous informez. C'est pratiquement la même chose avec la CENI qui a sanctionné les gens sans éléments tangibles. On demande les éléments à la justice, aucun élément. À ces élections, oui, moi j'avais dit avant, quand j'annonçais, je disais que il y a un comportement mauvais qui s'organise dans l'organisation de l'élection au second degré, la corruption. Et la CENI avait pris une lettre, une correspondance, appelant aux candidats d'être juste, d'éviter la corruption. J'ai aimé, je pensais que le suivi allait être constaté par la justice, mais vous allez vous rendre compte qu'à travers le pays, la justice n'a pas bougé. Et la conséquence, nous décrions, et je le dis ici, nous avons eu élection de la honte. À Kinshasa, en ce moment, il y a une polémique avec l'UDPS qui a remis des véhicules à ses députés provinciaux de la capitale, Augustin Kabouya. Alors que certains criaient à la corruption, Augustin Kabouya parle d'un don qu'on a fait au fils maison, comme on les ferait à l'équipe nationale, et que ça n'a rien de la corruption. Exactement. Je ne sais pas comment il a été prévu pour les députés, n'est-ce pas, dans le cadre d'une famille politique à l'interne. Ça, c'est leur affaire. Mais si c'est parce qu'il faut qu'il vote tel, je ne peux pas être d'accord. Mais je crois que le secrétaire général de l'UDPS informe l'opinion de cette manière. Il dit qu'on n'a pas donné les véhicules pour qu'ils élisent les gens. Si c'est pour élire les gens, Pascal, je ne peux pas être d'accord. S'ils donnent des véhicules, une manière de les congratuler, libre à eux, dans le cadre du parti politique, mais vous ne pouvez pas remettre les véhicules, ainsi de suite, pour la corruption. Mais j'ai suivi le secrétaire, Augustin Kabouya, il n'a pas dit que nous avons remis les véhicules pour qu'ils élisent les candidats sénateurs ou les candidats gouverneurs. Je crois qu'à ce moment-là, est-ce qu'il doit les dire la part des choses. Ou la justice devrait peut-être chercher à savoir, à creuser un peu. Bon, là, c'est à la justice de faire son travail à ce moment-là. Mais ici, nous faisons des analyses. Moi, je crois que quand je l'ai suivi, il n'a pas fait allusion, n'est-ce pas, il s'est assumé, il n'a pas dit que ce n'est pas un acte de corruption. Mais justement, c'est ce que je dis. Si c'est... Je vous remets un véhicule pour que votre voix soit conditionnée. À ce moment-là, c'est la corruption, nous ne pouvons pas accepter. Mais je crois que les véhicules ont été remis pour un encouragement peut-être dans le cadre du parti, de manière très indépendante, et là c'est autre chose. Mais si c'est pour, en tout cas, une conditionnalité quelconque, en tout cas, on ne peut pas admettre ça. Bien, on continue à suivre de près. Fayoulou dit que le voyage du président en Europe, c'est juste un voyage de prestige. Étant donné qu'on a tellement de défis au pays, on a amené une importante délégation des gens qui sont là-bas, pris en charge par les trésors publics. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Parce qu'on va parler justement. Est-ce qu'on pouvait avoir un autre point de vue de la part de Fayoulou que celui-là? Vous pensiez qu'il allait dire et nous encourageons le chef de l'État d'avoir effectué le voyage? N'engageons pas le débat parce que c'est ça en fait. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas être un vase clos. Nous sommes une république. Le pays a des problèmes, il faut bouger de temps en temps. On a dépensé inutilement de l'argent. D'ailleurs, lorsqu'on a arraché ne fût-ce que le point de vue du président de la République française, dire à travers le monde, à travers les ondes, le monde entier a suivi que le Rwanda doit retirer maintenant ces éléments de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas important parce que pour Kagame, il trouvait toujours des justifications la fois passée, niait d'ailleurs. La France ne savait pas appuyer cette position. Et lorsqu'on entend la France dire cela à l'occasion de cette visite, est-ce qu'on s'arrête au dire où il faut aller, c'est pas un point positif. Aller au-delà? Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Aller au-delà, nous ne pouvons pas l'imposer. Il s'agit d'un pays indépendant avec son président indépendant également. Ouais. Nous sommes un pays indépendant, mais nous avons un problème. Nous avons besoin d'eux. Et ils n'ont pas forcément besoin de nous à ce qui concerne le problème que nous avons ici. Et c'est normal que nous allions maintenant vers eux. Et lorsque nous arrachons le fils de son point de vue, je crois que c'est positif. Mais on connaît quand même, la proximité de Paris avec... Un opposant ne peut tenir qu'un tel point de vue. Et c'est qui est normal. En coulisses, on sait quand même le soutien que la France, que Paris apporte à Kigali. Mais notre président a parfois cette... on dit souvent qu'il est vrai, qu'il a parfois... dans ses émotions, il dit des choses, il jette des fleurs à ses homologues. Il a dit de Kagame qu'il était son frère. Après la prise de bec de Kinshasa, là, il dit de Macron que c'est un président plutôt jovial et sympathique. Il dit que nous pouvons prendre le risque de
de penser que la France peut nous aider dans les efforts en vue de la restauration de la paix chez nous. On n'y va pas avec excès? Non, il y a des langages diplomatiques. Ce n'est pas un fin politique comme vous, un fin scientifique averti comme vous qu'on doit prendre ça. Il y a des langages diplomatiques. Il y a des langages politiques. Il y a des langages sociaux aussi. Alors maintenant, c'est dans quel contexte il tient son propos? Vous voulez qu'il dise quoi lorsqu'il est en France, il est allé pour une cause claire? Ils disent Macron, bon, Macron n'est pas sérieux, tout ça. Non. Mais moi, je dis, moi, je crois que c'est un président sérieux. J'ai toujours dit, dans les conditions que le pays était, avec Tshisekedi, nous avons sauvé beaucoup de choses. Moi-même, j'ai participé, par exemple, dans une réunion où on réfléchissait comment parvenir à nous sauver de la grave infiltration que nous avons. Mais c'était grave. Je suis au ministère de l'Intérieur, je tombe sur un dossier. Maintenant, il fallait les études sur la DGM. Je verrai que beaucoup de Congolais, de vrais Congolais, qui étaient à la partie Est, ont été ramenés à la partie Ouest. Et des gens à nationalité peu douteuse, enfin, souvent douteuses, on les a amenés à l'Est. Et finalement, lorsque je pose plusieurs questions, l'objectif, c'est faciliter les infiltrations. Qu'est-ce qu'on a fait de ces gens? Mais on a résolu le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que les vrais Congolais sont maintenant à l'Est pour veiller sur la question. Bon. Mais c'est important. Donc, le problème, c'est ça. Quand est-ce qu'on est vrai? Même les infiltrations en question. Même les infiltrations en question, Kayembe, quand vous allez à Ndolo, vous allez vous rendre compte que le travail est fait très sérieusement. Ceux qui sont détenus, même, je ne vais pas juger les gens par leur morphologie, mais en toute réalité, vous allez vous rendre compte que nous avions un problème sérieux aussi. Bien, tant mieux. Est-ce que c'est par mixage? Est-ce que c'est par la volonté des uns et des autres? Comment nous sommes arrivés jusqu'à ce stade-là? Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avions eu des généraux non congolais ici. Bosco Tanganda, général de son État, arrêté par la Cour constitutionnelle, enfin, Cour pénale internationale. Oui. Il fait sa déposition. Il dit, je suis à l'aise de m'exprimer en Kinyarwanda. On pose la question, est-ce qu'au Congo on parle Kinyarwanda? Il dit, moi je ne suis pas sujet congolais, je suis un sujet rwandais. Mais comment tu es général au Congo? Posez la question à ceux qui m'ont donné son grade. Pas seulement lui, nombreux. Donc, ce travail devait en réalité être fait très sérieusement. Et Tshisekedi a sauvé ce pays dans ce cadre-là. Et dans plusieurs cas également. Ce n'est pas pour rien que tu vois Kagame. L'autre élément, par exemple, refuser d'échanger avec le M23. Mais c'est très intelligent. Vous savez pourquoi? À chaque fois que nous organisons les élections, nous avons eu les élections en 2006. 2007, déjà, nous avons la guerre, c'est le M23. Et 2009, on signe l'accord avec eux, l'accord du 23 mars 2009. Et quand vous lisez les dispositions, vous allez vous rendre compte comment le pays était piégé. Nous allons aux élections de 2011. 2011, oui, 2012 déjà, ils prennent les armes, ils se transforment, ils ne sont plus M23, enfin, ils ne sont plus CNDP, ils sont M23. On va échanger avec eux, nous irons à Kampala, nous irons à Nairobi, et on va signer les déclarations, et finalement. Nous organisons les élections en 2018, 2022, ils prennent les armes. Nous organisons les élections en 2023, 2024, déjà nous avons les Nanga et les autres, ils continuent. Si il osait accepter, échanger prioritairement d'abord avec le M23, on n'allait pas résoudre le problème. Kabila l'a fait autant de fois, il n'a pas résolu le problème. On a échangé avec le M23. On a échangé avec le CNDP, il y a eu un accord. Je n'ai jamais été d'accord avec ce texte. Et quand vous lisez le texte, vous allez vous dire, qu'est-ce que nous avions fait? 3 dispositions, 4 d'ailleurs, m'ont toujours énervé. La première disposition, le retour de réfugiés congolais qui seraient au Rwanda. Deuxième disposition, la création d'une zone commerciale à l'Est. Troisième disposition, l'intégration militaire des éléments CNDP, finalement M23, dans notre armée. Quatrième disposition, l'intégration politique de M23 aujourd'hui dans nos institutions. Dans l'accord avec et quand vous prenez cet accord, quand vous prenez cet accord, on a dit que c'était au cas par cas. Non. Cela a été étudié au cas par cas. Quand vous prenez cet accord, signé le 23 mars 2009, oui, 2009, vous prenez, en tout cas, l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous avons sa commission ici, signé le 24 février 2013. Quand vous allez à l'accord
présigné du 11 novembre 2013, l'accord discuté à Kampala pendant plus d'une année. Et quand vous prenez les 3 déclarations de Nairobi, faites devant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, vous allez vous rendre compte que ces dispositions revenaient. Posez-vous la question. Pourquoi les mêmes dispositions revenaient? Parce que le M23, à travers le Rwanda, ne tenait qu'à cela pour parvenir davantage aux infiltrations. Mais ça veut dire quoi en d'autres termes? Lorsque ils sont dans nos institutions, ils nous fragilisent. Et Tshisekedi comprend aujourd'hui qu'il ne peut pas permettre cela parce qu'une fois dans notre armée, nous aurons encore une armée très faible. Dans nos institutions, nous aurons encore des institutions faibles. Voilà pourquoi il faut refuser. Échangeons directement avec celui qui les envoie. Et comme ça, on va se regarder, on va se dire de vérité. C'est cela la démarche qu'il faut encourager. Je pense que tout Congolais qui sait lire cette question ne peut que dire merci Tshisekedi, parce que la position que vous avez prise, elle est intéressante pour la nation. Bien, on a 2 minutes pour terminer. Le dossier d'Ampader et forage, le sujet a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu polémique, énervement pour certains. On en est où finalement? Kayembe. On en est où? C'est comme ça que je parlais au début, un journaliste ne parle pas lorsqu'il n'a pas des éléments. L'accord d'abord de... Je parle plus sur les lampadaires parce que je n'ai pas enquêté sur les forages. Honnêteté m'oblige. L'accord a été signé le 22, en mai 2022. Et pour le projet, c'est pour 10 mois. Et l'objectif était d'installer au moins 2594 lampadaires à travers 14 artères de la ville province de Kinshasa. Un lampadaire coûte 1790. Là, c'est France. Oui. Mais lorsqu'on revient, on l'amène ici, on a le prix de 4900. C'est là que les gens crient. Pourquoi cet écart? Donc, il y a surfacturation. Et tout le monde semble croire à cela. Lorsqu'on signait le contrat, on n'a pas dit le ministre des Finances lui-même disait qu'il savait où il pouvait trouver un lampadaire à moins de 1200 $. J'explique. On n'a pas dit à l'opérateur économique que vous allez prendre en charge toutes les taxes. La taxe que l'opérateur pensait, c'est la TVA. Mais lorsque les lampadaires arrivent maintenant à Matadi, on l'oblige de payer toutes les taxes. Regardez comment ça s'est passé. La TVA, c'est 728 $ américains par lampadaire. Multiplié par 2594 lampadaires, vous avez le montant. Là, c'est la taxe TVA. La douane, c'est 1441 $ par lampadaire. Multiplié son montant par le nombre de lampadaires, 2594. Vous prenez le massif, c'est ce qui soutient le poteau. C'est 318 $ par massif, multiplié par le nombre de lampadaires. Vous prenez la maintenance, 308 $ américains. Vous multipliez par le nombre de lampadaires. Vous allez vous rendre compte qu'on va jusqu'à 14 millions de $ américains. Alors que le montant au départ a été convenu de 13 millions de $ américains. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver un fournisseur non, excusez-moi, c'est là que je vais arriver. Moins coûteux que ça. Ou à ce moment-là, on peut établir la surfacturation ou le détournement. Il n'y en a pas. Vous prenez, parce qu'il y a 3 sociétés. La comparaison, parce que vous parlez, est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre qui peut... Oui, effectivement. Quand ils sont allés auprès du ministre de Finances, il leur avait dit qu'il y avait une autre société qui était bien avant. Mais son prix n'était pas à cette hauteur. Et voilà l'explication. Ça veut dire que les lampadaires de l'autre société, des autres là, n'éclairent pas normalement. Et vous allez voir qu'un lampadaire de la société Solectra vaut 4 lampadaires de l'autre côté. Question d'aller sur Elengue, en termes d'éclairage. On a essayé où? Allez sur Elengue, ça y est ailleurs, et 24, vous allez voir. Et on est allé avec le matériel qui mesure la température, enfin l'éclairage. Et la preuve simple, c'est que avec Solectra, le luminaire est jusqu'à 80 watts. Avec l'autre société là, je ne vais pas le citer le nom ici, la lumière, c'est 74 watts. Solectra, le panneau solaire, c'est 270 watts. Bon, c'est presque WC. Hein? Et les panneaux solaires de l'autre côté, c'est 80.
La batterie, maintenant de Solectra plutôt, c'est 26,6 V. Mais de l'autre côté, c'est 12. Pire encore maintenant, l'éclairage minimal de Solectra, c'est 42 lux. Mais de l'autre côté, c'est 30 lux. Donc c'est clair, le matériel est de bonne qualité. Mais quoi qu'il arrive, peu importe la qualité, un lampadaire à presque 5 000 $, c'est des trop quand même. Non, c'est des trop. Non, quoi que l'on justifie, le problème, c'est les taxes sont entrées en compte alors qu'ils n'ont pas été prévues au départ. On n'a pas dit que l'opérateur économique paierait la douane. La douane coûte cher, 1 441 $ par lampadaire, et vous multipliez par 2000 quelque chose de lampadaire, vous avez quel montant? C'est comme ça qu'on arrive jusqu'à 14 millions de $ américains en dépassement de ce qui a été convenu. Mais finalement, combien de lampadaires ont été livrés? Jusqu'ici, c'est 200 lampadaires ont été déjà livrés et installés. Tout le reste était ici à Matadi. Le problème était de dédouanement et ils se sont entendus. Je crois que les lampadaires sont arrivés ici. Ils avaient reçu l'argent au grand complet. Pardon? Ils avaient reçu l'argent, non? Non, l'argent aussi n'a pas reçu au grand complet. Parce que le paiement était convenu à 3 étapes. Sur 100%, 30%. D'abord, lorsque on signe le contrat, vous avez ce montant. Vous fidélisez maintenant le fabricant. Et l'opérateur économique a pris le luxe d'ajouter son argent à ce moment-là pour ramener tous les lampadaires jusqu'au Congo. Deuxième étape de paiement, c'est 40% lorsque les lampadaires sont au Congo. Et on a payé les 40% parce que les lampadaires sont ici. Et voilà, le débat était sur le dédouanement. Mais la troisième étape de paiement, 30 $, n'a jamais été versée du fait que la convention est telle qu'il faut terminer d'abord le travail. Lorsque vous aurez fini le travail, que l'État va débourser les 30 $. Voilà. Mais on ne peut pas cette fois-là, substantiellement, dire qu'on a détourné 13 millions et alors qu'on n'a jamais déboursé 13 millions de $ américains. Non plus, on ne peut pas dire qu'on a surfacturé alors que la question sur la douane et les différentes taxes ont pesé. Attendons, il y a des experts. Le montant, soit de 14 millions. Les experts qui travaillent, travaillent sur les dossiers. Ceux qui ont des éléments, ils n'ont qu'à les donner aux experts. Peut-être qu'en cas de procès, ils iront bien se défendre. Parce que... Mais c'est toujours bon de présenter de tels éléments. Oui, non, c'est important, c'est des éléments que nous n'avions pas. Merci beaucoup de nous les avoir apportés. Merci beaucoup d'être venu, Pascal Onche. Des bonnes choses. J'invite notre public, nos téléspectateurs à s'abonner à votre chaîne Pro Info. Pro Info, exactement. Ouais. Pro Info, abonnez-vous. Vous avez vu qu'il est pertinent et donc vous apprendrez davantage en étant abonné. Laissez-moi de vous remercier en même temps parce que on connaît la qualité d'un bon journaliste dans la manière de conduire le débat. Vous suivez l'invité, vous ne lâchez pas. Et là où vous sentez qu'il veut aller ailleurs, vous le recadrez. Pour ça, en tout cas, je vous congratule. Et je dis, moi aussi, abonnez-vous davantage aussi. En politique, on votre chaîne. Merci. En tout cas, ce serait une bonne chose. Oui. Première émission chez nous, mais pas la dernière. On vous donne une émission par semaine. Vous serez toujours les bienvenus. Mon téléphone est toujours éteint. Enfin, toujours ouvert. Ah non, plusieurs fois j'ai essayé de vous appeler, vous étiez éteint, évidemment. Toujours ouvert, il n'est jamais éteint. Merci bien, merci au public. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette belle émission. Continuez à vous abonner sur votre chaîne. On se retrouve ce soir pour un autre numéro. À tous, à chacun, portez-vous bien. Salut.